Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter, chez les pros, le temps d'un café. Cette semaine, on parle des grandes finales, mais surtout, on a JE, Jean-Emmanuel Deprat de la MPL. Il est là, c'est parti pour l'épisode 25. Bonjour Jean-Emmanuel, je suis très heureux de te recevoir sur ce podcast. Merci de faire partie de cette aventure. Comment vas-tu JE ? Ça va très bien, ça va très bien. Je suis en pleine effervescence pré-tournoi en ce moment. C'est quoi les tournois qui arrivent pour toi ? Alors, il y a le League Weekend pour la MPL et les Rivals qui est le week-end prochain. Donc, c'est un tournoi sur 2 jours, 6 rondes par jour avec que des membres des ligues. Donc, très haut niveau et des points à gagner pour rester dans la MP de l'année prochaine. Ah ouais, l'enjeu est là, le field est là, Ouais, ça donne envie de travail, tout ça. ouais, bah, on est à fond dedans. Le format est super cool en plus. Donc, Parce que ce format, finalement, il est arrivé à son cours summum la semaine dernière. On avait les Grand Finals, le Players Tour Grand Finals, dominé un petit peu par Omnas, avant ce chamboulement. Toi, qu'est-ce que tu as pensé, en gros, de ce tournoi ? Bah moi j'ai casté le tournoi du coup avec Valais PL sur leur chaîne. J'ai bien aimé le tournoi parce que moi j'aime bien les miroirs de jeux un peu techniques comme aventure. Après, il faut avouer que pour un deck midrange, c'est pas non plus le miroir le plus passionnant. Les games se décident beaucoup à qui fait Clover Tour 2. Donc ouais, je suis assez content du ban de Omnath et Clover. Je pensais pas qu'ils iraient jusqu'à Escape to the Wilds, mais bon, ils ont voulu frapper un grand coup pour qu'on revoie plus ce genre de deck avant la fin du format, donc c'est pas mal. C'était ça le fracassement du lundi juste après le grand tournoi. Un tournoi qui a été d'ailleurs top 8 par nos amis Gabriel Nassif et Raph Lévy, qui t'ont obligé à porter une cravate du coup en dernier jour. Tout à fait. Alors c'est pas Raph et Gab qui m'ont obligé à porter la cravate, mais ouais, j'étais très content de pouvoir couvrir leur game. Ouais, et du coup, le lundi d'après, comme tu disais, les bans sont tombés et maintenant on est en. Ça a l'air d'être en pleine effervescence, comme tu dirais. C'est ça, le format actuel, c'est un peu le résidu de tous les bans qu'il y a eu. Essentiellement des cartes de Throne of Eldraine parce que cette édition est complètement craquée. Et, et le power level, fatalement, ça se retrouve beaucoup plus faible. Euh, Ce qui donne des decks, ce qui donne déjà plein de decks différents qui sont viables. Je pense qu'il y a au moins une dizaine de decks viables, ce qui est assez rare, hein. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un format aussi diversifié. Et, et je pense qu'il va le rester. Je serais étonné qu'on voit émerger un meilleur deck qui soit vraiment capable de tout battre. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a un peu une boucle encore d'archétypes qui se battent à la chaîne. Genre, il y a le deck d'aujourd'hui, le deck d'hier, le deck de demain, et une progression, mais rien ne dit que le deck d'après-demain battra celui d'hier. Euh, C'est beau, quoi. ouais, c'est plutôt cool. Après, en tant que compétiteur, c'est gênant aussi parce que ça veut dire que quand tu fais ton choix de deck, il faut s'arrêter au bon endroit de la boucle. Et il y a un peu un facteur aléatoire. Tu peux pas exactement savoir où en sont dans la boucle tous les autres compétiteurs du tournoi. Peut-être qu'ils auront du retard sur toi, et dans ce cas-là, tu vas te planter en allant un niveau trop loin dans le metagaming. Donc ouais, il y a aussi un danger associé à ça, et j'aimerais bien trouver le deck qui bat tout, mais je crains que ce soit pas possible. Enfin, tu testes du coup, mais aussi tu streams. Est-ce que le fait que tu streames tes trouvailles un peu, ça. T'es pas le seul non plus dans la MPL à streamer évidemment, mais est-ce que ça change? Est-ce que tu vas regarder sur les tables adverses dans les streams ailleurs pour voir où est-ce qu'ils en sont dans ce cycle? Ouais, bah le fait qu'autant de monde stream, ça crée une dynamique assez amusante. Déjà, ça accélère encore le format, parce que bah, quand les gens ont une idée révolutionnaire, au lieu de la garder pour eux pendant une semaine et de se pointer avec sans que personne l'ait jamais vue, ils vont la streamer le jour même ou le lendemain, ou juste ils vont la jouer sur Arena, quelqu'un va les affronter, reconstituer leur deck et streamer, donc l'information se transmet extrêmement vite, hein. Et, et du coup, ça crée une sorte de course en avant où tout le monde... Enfin, personne ne veut être en retard sur la dernière trouvaille. Et idéalement, il faut même être en avance d'un jour sur le deck que tout le monde joue. Donc, c'est à qui réussira à builder en premier un contre au deck d'aujourd'hui. Euh, mais le problème, c'est que bah,
réussir à builder ce deck-là, c'est pas une fin en soi, parce que une fois qu'il sera buildé, toi tu vas le jouer, ça va devenir mainstream, et il faudra trouver encore l'étape d'après. Donc c'est un peu, ouais, La course s'arrête jamais. c'est un peu effréné, quoi. Donc ça donne encore plus d'importance de regarder Mm. les streams, de suivre les compétiteurs et les compétitrices pour voir qu'est-ce qui se passe en tant que viewer. C'est assez sympa, je dois dire. On se sent un peu plus impliqué. Et après une semaine, toi, d'exploration de ce format, Mm. est-ce que il y a des choses qui commencent à se solidifier pour cette semaine? Tu as un deck du moment là? Ouais, alors mon deck du moment, c'est plutôt Black Green Aventure. Mhm. Si le tournoi était demain, je jouerais Black Green Aventure. Je pense que donc c'est un deck qui est basé sur Edgewing Keeper et, et The Great Henge. Je pense que c'est les deux cartes qui définissent le mieux le deck en fait, avec beaucoup de cartes aventure autour, des Murderous Rider, donc des cartes qui font removal aussi, et beaucoup de value. C'est un deck qui à la fois met la pression et ne s'épuise jamais, donc il est un peu difficile à arrêter. Donc ça, c'est un deck qui a émergé pour battre Rakdos à la base. Dans l'histoire du format, Rakdos, c'est un peu le premier deck, le premier meilleur deck à battre. Et tous les decks qui sont joués en ce moment, c'est des decks qui ont un match-up positif contre Rakdos, a priori. Donc Black Green Aventure, Azorius Blink avec Yorion. D'accord. Euh, ouais, ça, c'est les deux decks principaux, je pense. C'est les decks d'hier, on va dire. Et le deck d'aujourd'hui ou le deck de demain, ça pourrait être Bleu-Noir Rogue. Sauf que Bleu-Noir Rogue perd contre Rakdos. Donc là, on voit un peu la dynamique qui se met en place. Ok, d'accord. Pour ceux et celles qui jouent pas forcément autant que toi en standard, par exemple, ceux qui viennent du moderne, Green Black Rock, ça leur évoque peut-être des choses. Je sais que t'es pas étranger à ces decks non plus. Est-ce qu'il y a des points communs entre un deck Eternal vert noir et celui-ci qui est en standard? Oui, on peut trouver des points communs. Bah, c'est vrai que Edgewalling Keeper, c'est un peu une sorte de Dark Confidant, finalement. Euh, c'est une bête qui va piocher une carte par tour jusqu'à ce que tu la gères, plus ou moins. Donc, on peut faire le parallèle. Le Struck Beast, c'est un peu Tarmogoyf. Il y a clairement ouais, des comparaisons qu'on peut faire. Après, je pense que ce deck-là a plus un aspect synergie qui est presque combo que les decks Junt de Modern, qui sont des piles de bonnes cartes. Black Green Aventure, c'est un deck qui, passé les 4-5 premiers tours, va pouvoir un peu snowball s'il arrive à résoudre The Great Henge ou avec des cartes comme Agadim's Awakening qui ramènent un Innkeeper, un drop à 2 et un drop à 3 du cimetière en même temps. Euh, Il y a des swings de value un peu plus violents, on va dire, parce que le format est plus lent et du coup le permet. Mais du coup, je t'entends parler de différents decks dans ce format et j'ai l'impression que chaque deck part d'une carte ou de plusieurs cartes de Eldraine, quoi. C'est le trône d'Eldraine qui définit les cartes les plus fortes et donc tous ces decks. Beaucoup de decks, ouais. Bah, il y a la mécanique aventure qui fait un deck, voire deux decks, parce qu'il y a aussi des grules qui ont un peu disparu, mais qui sont basés sur cette mécanique. Il y a la mécanique food, j'en ai pas parlé encore, mais il y a des decks food, mono vert par exemple, avec des Feasting Troll King, ou bien Jund avec Korvold. Ça, c'est des decks que Crokis joue beaucoup en ce moment. Mais après, t'as aussi des decks qui sont principalement issus d'autres blocs, typiquement Azorius Yorion. Bah, la carte de maîtresse du deck, c'est Yorion, qui est un compagnon d'Ikoria. Et dans le deck, il y a beaucoup de cartes Teros, parce que forcément, le bloc Teros, c'est plein d'enchantements. Ouais, d'accord. Omen of the Sea, Omen of the Sun, qui du coup marche bien avec Yorion. Ok. Bah, ça fait un bel horizon du format actuel. Merci de nous avoir mis à jour là-dessus parce que c'est dur de suivre un petit peu en ce moment, surtout quand il n'y a pas de top deck à définir, on va pas s'en plaindre. Mm. Et bah, si on veut te voir à l'action, je pense qu'on peut aller te retrouver sur tes streams. Ouais, exactement. Je stream tous les 2 jours depuis le début du couvre-feu, là. J'essaye. Ah ouais, il faut que Et tu nous aides à tenir. ouais, voilà, c'est l'idée. Je m'aide moi-même à tenir aussi. Merci, c'est sympa. Et bah, super, moi j'irai voir ça. Et j'en profite pour transitionner vers une nouvelle rubrique que j'ai créée spécialement pour toi. Ça s'appelle Flavor Judge. Flavor Judge. Ouais, ouais. Parce que j'ai lu un tweet de April King cette semaine qui m'a un petit peu cassé la tête. Elle raconte des choses assez intéressantes, notamment sur le cube.
Mais là, elle parlait plus de flavor, de lore de Magic. Elle a tweeté ça me manque d'être jeune et de penser que le mana c'était un truc de magie, quoi. Alors qu'en fait, c'est juste une métaphore légèrement voilée pour parler d'exploitation de nos ressources et perpétuer un cycle sans fin de guerre. Et j'étais, oh, mais non. On voit ça Yorza et tout qui, toute sa vie, l'a consacré à faire la guerre à Mishra. Alors toi, tu penses le mana, c'est ressources magiques ou en fait c'est juste dans le monde de Magic, il parle que exploiter la montagne, ça veut dire juste casser des cailloux et puis et la forêt, je sais pas, c'est couper des arbres et les plaines, c'est récolter du blé. C'est un peu complexe comme question. Je pense que l'interprétation de April, elle est valide. En tout cas, à une époque de Magic, clairement, la storyline était beaucoup plus dark. Euh, Hmm. Moi-même, j'ai pas vraiment joué avec les cartes d'Alpha, Antiquities, tout ça, quand elles sont sorties, mais je me suis un peu renseigné parce que je lis beaucoup le Wikipédia de Magic, en fait, quand quand j'ai des questions sur le lore. Hmm. Et les vieux Planeswalkers, tout ça, c'est ultra riche en fait. Il y a énormément de personnages, on s'y perd. Et, et c'est très dark. Euh, ouais, il y a beaucoup de Planeswalkers qui s'entretuent, qui assèchent des plans entiers pour leur duel. Enfin, je pense que c'est tout ce qui se situe avant la Restauration en fait. Donc l'événement qui a affaibli les Planeswalkers, qui leur a fait perdre leur statut un peu divin. Tous les événements qui précèdent la Restauration sont beaucoup plus violents et centrés sur un peu l'ego des Planeswalkers, j'ai l'impression. Ouais. Du coup, ouais, l'exploitation des ressources naturelles, bah, à l'époque d'Urza et Mishra, c'était dans tous les blocs et ça guidait l'histoire, c'était beaucoup des batailles de ressources. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est dans une ère de Magic où peut-être que Wizards a un peu édulcoré la chose, peut-être qu'ils se sont rendus compte que finalement c'était dark, mais c'était, je sais pas, je trouve, c'était peut-être pas si intéressant. Et ils ont préféré centrer l'histoire sur un peu plus d'imagination, des trucs plus colorés, plus exotiques, hein. Mais c'est vrai, ça dépend des sets peut-être, mais quand on voit Eldraine, justement, encore, ça faisait plaisir que l'enjeu, ce soit pas forcément la destruction du plan entier, mais quelque chose de Ouais, moins grave, quoi, finalement. mm. Je pense qu'on peut tout à fait euh, voir Magic par un prisme qui ne passe pas par l'exploitation des ressources naturelles, l'écologie, etc. C'était sûrement même dans l'esprit de Garfield à la base, mais je pense pas qu'une personne qui jouerait à Magic comme à n'importe quel autre jeu de fantasy en considérant le mana comme de l'énergie magique et c'est tout, soit forcément en tort. Ok, tu me rassures parce que tu viens de me refaire donner espoir et de guérir ma déprime que j'ai depuis cette semaine. Merci Jean-Emmanuel. Et puisqu'on parle d'écologie aussi, il me semble t'avoir entendu parler du coût, un peu du coût en CO2 des tournois. Est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe, ça, parfois? Ouais, alors c'est un peu délicat pour moi de m'aventurer sur ce terrain parce que d'un côté c'est quelque chose qui me tient à cœur. Euh, Mhm. j'ai envie de minimiser mon empreinte carbone de toutes les manières raisonnables, on va dire. Mais d'un autre côté, en tant que joueur de Magic, et notamment en tant que joueur de Magic Pro qui voyage aux États-Unis, euh, j'ai un impact sur le monde qui est très négatif, concrètement. Et si je veux continuer à jouer à Magic à ce niveau-là, je peux pas trop faire autrement. C'est un choix de vie que j'ai fait et qui est en contradiction avec mes valeurs quelque part. Mais après, je pense que c'est important de pas voir les choses en noir et blanc et se dire que parce qu'on a décidé de pourrir la planète, ça sert plus à rien de faire des efforts. Je pense qu'au contraire, les petits Mhm. efforts qu'on peut faire, chacun de notre domaine, dans notre métier, et avec nos limitations, peuvent avoir un impact. Euh, Ouais. du coup, typiquement, bah, quand j'allais faire des grands prix en Europe, j'essayais de prendre le train autant que possible, parce que Mhm. c'est le mode de transport qui est le moins émetteur de CO2 par voyageur. Le covoiturage aussi sur les trajets qu'ils permettent. Mais clairement, l'avion, c'est le mode de transport à éviter, hein. Bon, pour Ouais. l'instant, de toute façon, plus personne voyage, mais Oui, c'est ça, tu disais, en tant qu'MPL, on peut pas trop faire autrement, mais
bah, finalement, en ce moment, tu fais autrement. Les tournois en ligne, c'est possible, quoi. Ouais, bah, c'est un peu le point positif du Covid, en fait. Ouais, De ne plus pouvoir voyager et du coup de soulager un peu la planète ouais. pendant quelques mois. Ce serait triste qu'il y ait plus d'événements papier parce que quand même c'est important, mais pour nous qui ne sommes pas dans la MPL, on n'est pas obligé de traverser l'Atlantique pour ça. Et c'est vrai qu'aller en train à Bologne, Metz, Lyon, Ouais, ça permet de faire déjà pas mal de Magic. ouais, bah très, très franchement, voyager aux États-Unis pour faire des tournois sur Arena en LAN, j'ai toujours trouvé ça un peu stupide. Euh, Hmm. je pense qu'on peut tout aussi bien faire ça de chez soi. Évidemment, ça enlève un peu de l'atmosphère électrique du tournoi et on se sent moins dedans. Mais je pense qu'idéalement, il faudrait qu'on arrive à mettre en place un système où on puisse jouer chacun depuis notre région du monde, que les Européens restent en Europe, les Asiatiques en Asie, les Américains aux États-Unis, et qu'on ait bah, des Regional Players Tour, en fait, comme ils avaient commencé à le faire en papier. Ça, Mhm. c'est un système que j'aime beaucoup, en fait, parce que ça concilie l'exigence environnementale et le plaisir de jouer en papier. Donc finalement, Magic et écologie, on va dans la bonne direction. Ouais, allez, on va rester sur une note positive. La rubrique suivante est la dernière rubrique de cette semaine, c'est une controverse, mais cette fois qui vient pas de Twitter, c'est la controverse la plus interne du monde. Jeudi dernier, avant le couvre-feu, n'est-ce pas, je suis allé faire un cube, pas loin de chez toi d'ailleurs, Ouais. avec quelqu'un qui a fait un cube tribal qui a aucun contresort. C'est assez marrant, c'est que des gobelins, des merfolk, des zombies. Enfin bon, c'est pas exactement mon style, mais j'ai trouvé ça cool d'avoir un cube bien spécifique qui offre une expérience de jeu différente. Et cet homme, somme toute sympathique, propriétaire du cube en plus, donc il s'agit pas de l'engueuler, il se met entre deux games à trier un petit peu ses terrains et ses sorts, quoi, faire du mana weaving, on dit en anglais, je sais Ouais. pas trop comment on dit en français. Alors, t'imagines, t'es dans un contexte qui est même pas dans une boutique, qui a rien d'officiel, vraiment, on joue pour le fun, et lui aussi il joue pour le fun, c'est pas pour nous savoir complètement. Comment t'expliques à ton pote que c'est interdit, même s'il te maintient que, oh non, je l'ai déjà fait en boutique, ça passe, et puis c'est pas interdit parce que si tu fais un mana weave exact, ton opposant, il peut retrier ton deck et t'es dans la merde. Comment tu convaincs quelqu'un comme ça? Euh, alors j'ai déjà été dans cette situation, bon pas avec pas en cube, mais en boutique avec des gens qui triaient leur deck sans forcément penser à mal, parce que c'est comme ça qu'on leur avait appris à jouer. Euh, je pense que c'est assez facile en fait de montrer à la personne qu'il y a une contradiction entre deux choses. Soit elle pense que trier son deck va améliorer ses chances de piocher les bonnes cartes Mhm. et faire en sorte qu'il soit pas aléatoire. Auquel cas c'est de la triche. Ton deck est censé être aléatoire, et les mana full et les mana death, ça arrive à tout le monde. Euh, Soit elle te dit, ah ben non, mais en fait tu vas remélanger mon deck, donc c'est pas de la triche. À ce moment-là, tu peux lui répondre que ça a aucun intérêt en fait. Parce que moi, si tu tries ton deck devant moi, bah, je vais remélanger ton deck de façon à ce qu'il soit parfaitement aléatoire et que ton tri se, se noie dans le random de mes shuffles. Donc à partir de là, soit ça n'a aucun intérêt, soit c'est de la triche, hein. J'avoue, efficace. J'aurais dû lui dire ça. Après, voilà, c'est pas forcément évident de convaincre quelqu'un qui a toujours fait comme ça et qui est convaincu d'être dans son bon droit, mais quand on y réfléchit 2 minutes, ça tient pas debout, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Enfin, je pense qu'on en est tous persuadés, mais quand il s'agit de l'expliquer, ah non, c'est dans les règles, l'article 24. Mais j'aime bien ta manière de dire, dans un cas, ça porte un cas A et un cas B qui sont totalement opposés, donc ce que tu fais n'a aucun sens, quoi. Ouais, et puis après, alors il y a peut-être aussi une question de conviction par rapport à ce que devrait être Magic. Parfois, les gens qui trient leur deck, c'est parce qu'ils supportent pas de faire full, ils supportent pas de faire death. Euh, Mhm. Ils veulent avoir des sorties régulières tout le temps. Ça, c'est une question qui est plus profonde, en fait. Et pour, comment dire, pour régler ça, il faut, je pense, faire comprendre à la personne que si tout le monde avait les mêmes sorties tout le temps, euh, ça rendrait le jeu plus uniforme. C'est un sujet que j'aborde beaucoup d'ailleurs, à la fois en stream
et dans d'autres podcasts, mais ça me tient à cœur en fait qu'il reste une part d'aléatoire dans le jeu et que les games ne se ressemblent pas. Hmm. Magic, c'est un jeu qui justement permet ça. Il y a une grande diversité des parties par rapport à des jeux où les ressources s'alignent parfaitement tour après tour. On monte d'un mana par tour de façon beaucoup plus réglée. Magic, au contraire, te permet de te retrouver en difficulté parce que t'as pas assez de terrain, mais revenir dans la game et gagner. Ça, c'est une expérience qui est super agréable et qui est très particulière. Ou inversement, faire full et top-decker le sort qu'il te faut. Parce que tu as optimisé toutes tes ressources pour tenir exactement le bon nombre de tours. Tout ça, c'est des textures de game qui sont différentes et qui rendent le jeu plus riche. Donc c'est dommage de vouloir faire en sorte que tout le monde ait même sorti tout le temps. Et c'est pour ça qu'on fait en sorte que les decks soient aléatoires au début de chaque partie. Jean-Emmanuel, bravo, tu as répondu avec brio à toutes ces questions. J'essaye. Et avant d'ailleurs de se quitter, où est-ce qu'on peut te trouver, Jean-Emmanuel? Alors, on peut me retrouver sur Twitter, @JEDepra, mes initiales et mon nom de famille, ou bien sur Twitch, à Jirock, Jirock, qui est mon pseudo sur les internets. C'est super. Merci beaucoup d'être venu partager ce café avec moi et avec nous tous. Je t'en prie. Et j'espère que tu reviendras peut-être un jour pour parler d'un autre sujet. En tout cas, je te dis à bientôt. Ouais, avec plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté Café Magic et à la semaine prochaine.